vais vous faire un panorama de la l'histiocytose langerhanienne pédiatrique. Euh, et alors, pour revenir déjà sur la définition, alors la définition la plus classique, c'est quand même l'association de symptômes cliniques et radiologiques et d'une preuve histologique. Ça, c'est la règle. Mais on sait qu'il y a des situations où c'est pas si simple que ça. En particulier, on a des symptômes, on a une imagerie, mais pour des tas de raisons de localisation anatomique de la maladie, on n'arrive pas forcément à faire une biopsie. Mais en général, ça correspond à des formes dites plutôt bénignes, d'évolution bénigne, et on ne va pas se battre à tout prix pour avoir une biopsie si le site de la maladie est un site profond et possiblement dangereux d'accès. Je pense à des atteintes vertébrales, par exemple. Donc, mais en tout cas, la règle est néanmoins l'aspect aspect radiologique et clinique et preuve histologique. Deuxième élément, c'est les critères histologiques, alors qui vont être développés par Jean-François Émile. Mais clairement, pour parler d'histiocytose, il faut qu'il y ait un aspect de la biopsie qui soit typique, qui est en règle trouvé, mais qui n'est pas si simple que ça, parce que si la biopsie est faite avec retard, on peut très bien avoir des aspects qui sont des aspects dits vieillis de l'histiocytose langerhanienne, et on n'a pas la preuve de cette maladie. Il y a des pièges pour nous pédiatres et pour, je pense, les internistes, des pièges qui sont quand même des choses majeures. Et pour nous, on est toujours quand même très prudent au diagnostic. Des infections comme la gale, une maladie historique comme la gale, si on fait une biopsie d'une lésion de gale, on a un aspect d'histiocytose langerhanienne. Il y a des infiltrats d'histiocytes avec des cellules qui présentent les caractéristiques de cellules de Langerhans. La tuberculose également. On peut avoir certains cancers qui peuvent ressembler, ou en tout cas qui peuvent comporter une infiltration de cellules histiocytaires, comme la maladie d'Hodgkin. On peut avoir des pathologies bénignes, comme une maladie qui s'appelle le kyste épidermoïde, qui peut ressembler à une histiocytose. Et en tout cas, clairement, pour tout médecin, avant de parler d'une maladie, il faut être certain que ce n'est pas une autre maladie. Et c'est le début. Le début de l'approche médicale de traitement, c'est être sûr du diagnostic. Sur le plan de l'infiltration et des organes atteints, c'est tout de suite très compliqué, et donc je vais forcément simplifier, puisqu'en fait on a donc tous les organes qui sont mentionnés là, l'os, la peau, les ganglions, le foie, le poumon, le sang au sens large, la rate, le tube digestif, le cerveau, l'hypophyse, l'œil, tout ça peut être atteint par la maladie. Bien sûr, dans des proportions très variées. L'atteinte la plus fréquente, c'est l'os, c'est à peu près 8 fois sur 10. La peau est également assez fréquente, mais c'est 3 fois sur 10. Et puis toutes les autres atteintes sont beaucoup plus rares. Et puis les combinaisons sont tout à fait possibles, mais en même temps, on n'a pas tout en même temps. C'est-à-dire que forcément, un patient donné va avoir 1, 2 ou 3 atteintes, rarement 4 ou 5. Très rarement aussi, la maladie va se compléter dans le temps. Et il y a une présentation qui est quand même très fixe à partir de la présentation initiale. La présentation, globalement, elle est la suivante. En tout cas, globalement, la majorité des patients ont un seul organe atteint, et donc ont une forme unifocale, donc une forme relativement bénigne. Et puis, les formes multisystémiques comportant le foie ou la rate ou l'hémato, qu'on appelle dans le jargon des histiocytologues, atteintes des organes à risque, c'est 14% des cas. Les atteintes pulmonaires chez l'enfant, c'est pas plus que 5% des cas. Et les atteintes multiviscérales, mais sans atteinte des organes à risque, c'est une vingtaine de pourcents. Donc on a cette distribution globalement, et donc ça explique que la majorité des cas, finalement, est une forme d'un seul organe et relativement bénin. L'âge de diagnostic de cette maladie, alors à travers celle du registre, qui est peut-être biaisé pour l'adulte, mais quand même, globalement, c'est une maladie de l'enfant. Le pic de diagnostic, c'est la première année de vie. Et si on combine l'extension de la maladie et l'âge, le pic de diagnostic, c'est donc la petite enfance, c'est la première année de vie, et c'est des formes en général cutanées isolées ou cutanées avec des atteintes des organes à risque. Quand l'enfant grandit, alors pour nous, il grandit à partir de 18 mois, en gros, 2 ans. C'est des grands pour l'histiocytose. On a en général des atteintes osseuses. Et parfois, qui se compliquent d'atteintes hypophysaires, parfois d'atteintes neurologiques. Et puis, le grand et l'adulte, on a le poumon avec plus ou moins les atteintes osseuses cutanées ou l'hypophysaire. Et puis, l'Erdheim-Chester, au-delà
de 50 ans. Voilà, donc ça c'est le tableau vu d'ensemble. Si je détaille par organe, pour l'atteinte osseuse, il y a 2 maîtres symptômes, c'est la douleur et des gonflements, quoi, des tuméfactions. Et puis je vous montre quelques aspects radiologiques. Alors les aspects radiologiques sont, pour les docteurs typiques, on appelle ça des lacunales en porte-pièce. Alors on a l'impression que si on reconstruit l'image au scanner, il y a un trou dans l'os. Bien entendu, ce n'est pas un trou et on ne peut pas mettre son doigt et gratter son cerveau à travers le trou parce qu'en fait, il y a des membranes. Mais en tout cas, ça donne cet aspect un peu grignoté de l'os. Donc en tout cas, la partie calcifiée de l'os est altérée. Et il y a donc c'est un aspect typique chez l'enfant, parce que chez l'adulte, il y a d'autres diagnostics à évoquer. On peut avoir des atteintes au niveau des vertèbres. C'est celle-ci qui nous pose des problèmes sur les biopsies, parce que c'est un endroit difficile d'accès pour un chirurgien. Et globalement, c'est une maladie de la tête et du cou et des vertèbres. Donc c'est une anomalie de l'axe, et les périphéries, les membres, les doigts sont exceptionnellement atteints. Pour ce qui concerne la peau, il y a 2 lésions typiques, c'est la rougeur, érythème pour les docteurs, hein, et les squames, les croûtes de lait par exemple. C'est en général peu prurigineux, c'est présent au niveau typiquement de la tête, du tronc et des plis, avec quelques images que je vais vous montrer. Donc des images qui ressemblent à des petits nodules, des petites taches avec des croûtes dessus et d'atteindre des plis. On en a des fois beaucoup sur le front. On a des aspects comme ça qui sont sur le front et qui peuvent ressembler à une varicelle. Pour ce qui concerne l'atteinte endocrinienne, le plus fréquent, c'est le diabète insipide. Et le maître symptôme, c'est boire beaucoup et faire beaucoup pipi. Et donc, je vois qu'une image à vous montrer, c'est le mannequin pis, qui est une image historique, qui correspond à une atteinte de l'hypophyse, qui peut être présent avec une anomalie IRM typique. Ensuite, l'atteinte neurologique, il y en a de 2 types schématiquement, mais là aussi ça va être développé par Dr Ibé. C'est atteinte tumorale, atteinte neurodégénérative. Atteinte tumorale, c'est-à-dire que ça ressemble à une boule dans le système nerveux central. Elle peut être plus ou moins bien placée, elle peut être plus ou moins symptomatique. C'est relativement simple à traiter parce que les chimiothérapies classiques de l'histiocytose marchent très bien là-dessus. Et puis, bon, éventuellement, les thérapies ciblées, mais globalement, ça marche bien. Ça marche bien avec parfois des localisations pas très bien, quoi, qui peuvent avoir des conséquences quand même importantes sur la fonction du cerveau. Mais on en discutera un peu plus tard. L'atteinte neurodégénérative est là, en revanche, beaucoup plus préoccupante parce que c'est une atteinte, d'une part, à ce jour, sans thérapeutique, avec une évolution qui est quand même très variable d'un patient à l'autre, mais qui peut aller jusqu'à un état grabataire. Mais ça peut commencer par des troubles moteurs, ça peut commencer par des troubles de l'attention. Ça peut s'arrêter là, mais ça peut continuer plus loin. Et la caractéristique essentielle de cette atteinte est qu'il y a en général un décalage entre l'atteinte initiale et les symptômes qui apparaissent secondairement. C'est clairement, on verra, on en discutera longuement plus tard, l'atteinte aujourd'hui qui nous pose le plus de problèmes et pour lequel on a beaucoup d'attention. Les atteintes des organes dits à haut risque, alors je suis embêté par le bandeau là, c'est les atteintes des organes profonds que sont le foie et la rate, et aussi le système hématopoïétique. Et c'était dans les livres de médecine l'atteinte mortelle du tout petit nourrisson. Clairement, on a fait d'énormes progrès. Quand on a commencé à travailler sur l'histiocytose, on avait cette courbe de survie. Alors les courbes de survie, je ne sais pas si comme patient vous arrivez à lire tout ça, mais pour nous, bon, médecin, c'est notre quotidien. Mais en gros, on part de 100% de survie. Donc les patients sont tous présents au diagnostic. Et puis malheureusement, quand il y a des décès, ça fait chuter la courbe et elle s'arrête à un plateau. Et on avait un plateau, donc le plateau qui était une survie autour de 45% dans les années 90. Donc ça voulait dire que 55% des nouveau-nés qui avaient cette atteinte allaient mourir de cette atteinte. Et donc c'est un taux de décès énorme pour lequel, là, clairement, on a fait des progrès. L'atteinte hépatique, il y a 2 types d'atteinte hépatique, hein, le gros foie, la cytolyse, l'hépatite
en quelque sorte, qui peut être présent au diagnostic, mais on a une atteinte beaucoup plus sournoise qui peut survenir, qui est une atteinte des voies biliaires, et qui entraîne une jaunisse, en quelque sorte, un ictère chronique. Et cette situation abîme le foie et entraîne une cirrhose biliaire dite secondaire. C'est-à-dire qu'à force d'avoir un mauvais écoulement de la bile, celle-ci va intoxiquer le foie et va être responsable d'une dysfonction du foie. Ça, c'est le deuxième type d'atteinte hépatique. Globalement, si on prend l'évolution, la maladie, elle guérit toute seule dans à peu près 40% des cas. Donc là aussi, paradoxe, on vous dit c'est muté BRAF, c'est comme dans le cancer, et puis en fait vous faites rien et tout guérit. Donc très bien. Donc ça, c'est plus de 40% des cas. La deuxième possibilité, c'est qu'elle guérit, mais elle laisse des séquelles. La troisième possibilité, c'est qu'elle s'étend et elle peut menacer la vie. Et clairement, donc voilà, on a ce profil très différent d'histoire de la maladie, qui vous unit mais qui vous désunit, parce qu'en fait, clairement, il y a une part de hasard, en tout cas, entre l'un et l'autre. L'approche thérapeutique qu'on a du côté pédiatrique, c'est des approches d'abord basées sur le recul du temps. D'abord, la surveillance est importante. Il y a les formes qui guérissent toutes seules, il faut leur laisser le temps de guérir. Ça peut prendre 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, et les choses s'arrangent tout seul. Et puis, si éventuellement on peut avoir besoin d'une aide du chirurgien, qui peut soit enlever la lésion, soit mettre simplement un corset qui va stabiliser une douleur et arranger les choses. À une époque, on faisait de la radiothérapie, on sait maintenant que c'est plus utile. Il y a toujours une alternative. Et en ce qui concerne les traitements, on a beaucoup simplifié les choses sur l'approche de première ligne. Il a été proposé dans les années 70-80 de très nombreux traitements qui étaient tous un peu efficaces, mais les schémas les plus classiques maintenant, ils reposent sur l'association de vinblastine et de corticoïdes. Alors la vinblastine, c'est pour ça que j'ai mis une fleur, c'est que c'est un dérivé de la pervenche de Madagascar, qui est cette belle fleur qui est là. Donc c'est de la tisane, en quelque sorte, la vinblastine. C'est une tisane un peu améliorée, mais c'est de la tisane. Donc ça part des plantes, c'est un médicament qui est dérivé de ce traitement-là. Alors c'est une tisane, mais c'est pas forcément sans danger. Il faut le manier avec prudence, mais globalement, on sait que c'est pas dangereux sur le long terme. Ça peut être dangereux parce que c'est donné par voie veineuse et que ça peut être irritant sur les veines. Mais sinon, en dehors de ça, c'est un médicament qui est très bien supporté et qui est assez facile à utiliser, avec la contrainte de l'utiliser par voie veineuse et donc de faire des perfusions de ce médicament. Longtemps, on a utilisé d'autres médicaments. Un autre médicament qui s'appelle le 2-CDA ou cladribine ou le statine, qui est une chimiothérapie qui avait un intérêt pour les cas qui résistaient à la vinblastine et les corticoïdes avant la thérapie ciblée. Et si on prend l'histoire des traitements de l'histiocytose, avant les années 60, il n'y avait rien de vraiment très très établi. De 63 à 90, on a des traitements qui sont efficaces et on va utiliser la vinblastine par exemple de façon très large et on va constituer des protocoles en quelque sorte. De 90 à 2000, il y a des groupes de travail qui vont se constituer dans les différents pays du monde qui vont permettre de faire des essais thérapeutiques et démontrer que vinblastine et corticoïdes, c'est vraiment la référence. Mais il restait les patients qui résistaient à vinblastine corticoïdes et qui étaient surtout des patients avec atteinte hématologique. Et c'est pour cela qu'on a proposé dans les années 2000 un traitement qui associe le 2-CDA et la racitine. Et puis 2014, c'est le début des thérapies ciblées chez l'enfant, un peu à la suite de l'adulte. Alors je vous montre quelques courbes là aussi de survie. Je suis désolé, c'est des choses abominables sur le plan scientifique, par an. Mais on avait cette courbe de survie, alors je vais faire cette courbe-là. Ça, c'est tous les patients du registre français. On avait 1300 patients et on avait 2 périodes. La période bleue, c'était la période 83-97 et la période rouge, c'était à partir de 98. Vous voyez que la courbe rouge, elle est au-dessus de la courbe bleue. La courbe bleue, elle était à 92% de survie à 5 ans. Ça veut dire que dans les années 83-97, 8% des enfants allaient mourir de la maladie. À partir des années 97, on n'avait plus que 1,3% des patients qui allaient mourir de la maladie. Et l'énorme partie des progrès étaient les patients qui avaient des atteintes graves, ce qu'on appelle les organes à risque, où là, on était passé de 60% avant les années 97 à 92%. Il restait encore des patients pour lesquels on avait des progrès à faire à partir de 98, mais quand même,
2 CDA aracitine avait constitué un progrès. Alors je pense qu'ici dans la salle, il n'y a personne qui a eu son enfant ou qui est passé par ce type de traitement, mais 2 CDA aracitine, c'est un traitement de cheval, on peut dire, dans le sens où c'est des cures de chimiothérapie très intensives qui obligeaient schématiquement les patients à rester à peu près 3-4 mois en hospitalisation, en soins hématologiques, avec à peu près une trentaine de transfusions, avec à peu près 40 jours de fièvre et des choses comme ça. C'était vraiment pas une partie de plaisir, mais on avait sauvé un certain nombre d'enfants avec ce traitement. Il restait des problèmes résiduels. Le problème résiduel qui était devant nous, c'était la toxicité de ce traitement, parce que c'était relativement infaisable en dehors d'unités très spécialisées. Et puis ce qui reste comme enjeu, et qui reste encore comme enjeu, c'est les séquelles à long terme. On veut guérir tout le monde et guérir sans séquelles, ce qui pose des tas de problèmes sur la compréhension de la maladie et l'utilisation des différents traitements. Ce qu'on peut dire sur l'histiocytose de l'enfant, c'est que c'est une maladie qui est maintenant connue. On a des recommandations qui sont maintenant disponibles. On a fait des progrès indéniables sur la prise en charge. Je vais développer largement plus tard l'aspect thérapie ciblée. Ça a été une nouvelle ère de la thérapeutique, mais il y a encore du chemin à faire. Et voilà un peu d'où on vient et qu'est-ce que c'est comme présentation. Merci.